Puis elle m'a dit, en fait, en cherchant des choses sur Internet autour du fait de ne pas avoir d'enfants, je suis tombée sur votre site Internet où vous dites que vous êtes nullipare par choix. Et c'est la première fois que je lisais ça aussi clairement. Salut les filles d'Olympe, bienvenue dans les bulles de flow, ce défi un peu fou, vous concoctez 100 épisodes en 100 jours. Chaque bulle sera une respiration, une histoire ou un défi pour éclairer autrement nos différences, nos ressemblances et nos fameux possibles. Je suis Florence Hugui, facilitatrice des impossibles, et je vous emmène avec moi dans mes bulles d'expériences, d'anecdotes, de dialogue avec vous aussi, bien sûr. Allez, on respire et on s'envole. Il y a quelques mois, alors que j'entamais une formation avec un nouveau groupe, une personne qui était là, une femme qui était assise dans l'assemblée, est venue vers moi à la pause et m'a dit « Mais je crois que je vous connais ». Et elle était très jeune, donc on avait quand même quelques années de différence. Et moi, je voyais pas du tout où j'aurais pu la rencontrer, donc on a cherché ensemble. Et puis elle m'a dit « Non, en fait, je crois que je vous connais parce que je crois que je vous ai lu. » Et ok, très bien, mais alors qu'est-ce que vous avez lu ? Puis elle m'a dit « En fait, en cherchant des choses sur Internet autour du fait de ne pas avoir d'enfants, je suis tombée sur votre site Internet où vous dites que vous êtes nullipare par choix. » Et c'est la première fois que je lisais ça aussi clairement et que je lisais un témoignage très court d'une femme qui ne s'excuse pas de ne pas avoir d'enfant. Et pour moi, ça a été super important dans mon parcours et j'avais envie de vous remercier que vous ayez écrit ça sur votre site Internet. C'était assez bouleversant pour moi d'entendre ces paroles-là et ça m'a rappelé une chose qui est tellement importante. Quand on a fait un choix de vie, quand on fait un choix de vie, quel qu'il soit, quand on prend un positionnement, c'est important de le dire. Parce que s'il n'y a qu'une seule personne à qui ça parle, ce sera déjà important. Et là, visiblement, ça avait eu un effet. Ça avait permis à cette femme de continuer son chemin avec une clé en plus, avec le fait de se dire qu'elle n'était pas seule au monde, et puis qu'il y en avait d'autres comme elle qui avaient fait ce choix. Et je crois que c'est aussi ça qui fait que nous sommes ici ensemble et que je vous parle de ce parcours. C'est pas pour vous raconter ma propre vie et avoir besoin de me mettre en exergue, c'est pas tellement ça. Mais c'est plus parce qu'il y a un vrai engagement politique dans le fait de prendre une direction ou en prendre une autre. Et la nulliparité dans notre société, c'est encore une particularité. Même si les générations qui arrivent sont beaucoup plus revendicatrices sur cette question, ma génération à moi a quand même largement fait des enfants sans trop s'interroger sur la manière dont elles avaient envie de vivre leur vie. Ça m'étonne beaucoup. Moi, j'avais l'impression qu'autour de moi, il n'y avait que des femmes qui réfléchissaient. Et puis, je dois me rendre compte que, peut-être que c'était peut-être pas celles qui étaient autour de moi, mais il y a beaucoup de femmes qui ont des enfants et puis qui, finalement, ne les voulaient pas tant que ça. Le problème, c'est qu'une fois qu'ils sont là, ils sont là pour toujours. Donc, il va bien falloir composer avec. Et puis, il y a une autre dimension qui apparaît aussi et que j'ai aussi entendue de la part de personnes avec qui j'ai parlé de cette question. C'est le fait qu'à partir du moment où on tombe enceinte, à partir du moment où on décide de procréer, il y a quelque chose de nous qui appartient à la société. C'est une mère de 3 enfants qui me l'avait dit, ce truc-là, et j'avais trouvé ça vraiment, vraiment intéressant parce que j'y avais jamais pensé. Elle me disait, mais regarde comment ça se passe avec les femmes qui sont enceintes. Le nombre de personnes qui se permettent d'aller leur toucher le ventre, alors que leur ventre est un espace privé, c'est un espace intime. Mais comme elles sont en train de s'acquitter d'un certain dû vis-à-vis de la société, c'est comme si elles lui appartenaient, et que non seulement au moment où elles sont enceintes et puis où leur ventre devient comme une sorte d'objet public, eh bien au moment où elles ont des enfants puis qu'elles les engueulent ou qu'elles les traitent pas comme il faudrait les traiter selon les normes en vigueur dans la société, alors elles sont mal vues, elles peuvent être critiquées, elles sont tout le temps vilipendées, parce que c'est jamais exactement comme ça qu'il faudrait faire. Et vous savez quoi ? Lâchez-nous la grappe. Lâchez-nous là, c'est bon. On est au 21e siècle et on fait ce qu'on veut, qu'on soit mère ou qu'on ne le soit pas. Ce que j'ai envie de vous raconter aujourd'hui, c'est justement ça, c'est comment on instrumentalise les mères. Je me souviens que quand j'étais petite, je devais avoir une dizaine d'années, il y a eu la fameuse fête des mères qui avait lieu chaque année. Et cette année-là, franchement, honnêtement, je ne sais pas très bien pourquoi, ça s'est passé comme ça dans ma tête et puis je me suis affirmée de cette façon-là. J'ai refusé de souhaiter une bonne fête à ma mère. J'ai fait comme si c'était une journée comme les autres. J'avais pas envie d'entrer dans cette célébration qui pour moi n'avait aucun sens, et donc j'ai dit non. Alors ma mère, je crois qu'elle l'a à peu près compris. Mais mon père, ça l'a mis dans une rage.
Bon, faut dire que j'ai une capacité à avoir mis mon père dans une rage incroyable à peu près à 1000 occasions de notre existence commune, mais ce jour-là, j'ai carrément dépassé les bornes pour lui. Ne pas célébrer ma mère, ne pas la remercier, ne pas la fêter simplement parce qu'elle était mère, pour lui c'était insupportable. Évidemment que ça raconte des choses de sa propre histoire dont je ne vais pas essayer de démêler les chevaux ici et maintenant. Mais moi, ça raconte surtout le fait que, toute petite, j'avais cette espèce de conscience diffuse sur laquelle je ne savais pas mettre de mots, qui était contre l'idée d'essentialisation. Et c'est une idée contre laquelle je suis toujours vent debout contre l'essentialisation. Ce n'est pas parce qu'on est femme qu'on est mère, ce n'est pas parce qu'on est mère qu'on est maternelle, ce n'est pas parce qu'on est maternelle qu'on est douce, ce n'est pas parce qu'on est douce qu'on est une femme. Oui, il y a des femmes brutales, oui, il y a des femmes qui ne connaissent pas l'envie et le besoin d'être mère. Oui, il y a des femmes différentes, ce n'est pas parce que nous sommes femmes que nous sommes un bloc immuable et identique. Nous sommes multiples. Et je veux et je revendique cette multiplicité. Et je crois que c'est aussi pour ça que l'histoire de la maternité ne pouvait pas me parler et ne pouvait pas prendre place dans ma vie, parce que entrer dans une case, être logé dans une chapelle, être enfermé à double tour dans une vision complètement restrictive de qui je suis, c'était pour moi totalement impossible. Beaucoup plus tard, j'ai raconté cette histoire dans un billet dans le journal où je travaillais, et j'avais intitulé ce billet autour de la fête des mères, Fête des nerfs, avec un N et un F, S à la fin. Ça avait rendu mon père fou encore une fois, mais vraiment fou. C'était une époque où on ne se voyait déjà plus, parce que moi j'ai rompu avec mon père il y a très longtemps. Et il m'avait quand même appelé pour m'insulter et me dire à quel point j'étais vraiment merdique à souhait et que vraiment j'avais rien compris à la vie. Et j'étais absolument persuadée, au moment où j'énerve autant mon père, en général, c'est un bon baromètre de me dire que je suis certainement sur une ligne intéressante, et notamment une ligne importante. Parce que cette ligne-là, elle permet aussi de déconstruire tous les discours des extrêmes, et par exemple le fameux KKK des nazis, Kinder, Küche, Kirche, les enfants, l'église, la cuisine, qui était le triptyque dévoué aux femmes. Je ne veux pas de ce genre de monde. Je ne veux pas de ce genre de monde le plus profondément possible. Bien sûr qu'on peut être mère différemment, bien sûr que les parents peuvent se comporter autrement, bien sûr que d'avoir un enfant, c'est aussi honorer la transmission, c'est aussi développer plein d'amour, c'est aussi vivre plein de choses absolument magnifiques. Mais la manière dont c'était posé dans mon histoire à moi rendait impossible le fait d'avoir accès à cette espèce de félicité promise qui pour moi était extrêmement éloignée des possibles dans ma vie personnelle. Cette essentialisation, ça m'a toujours donné envie de mordre. Parce que la vérité, c'est que les femmes portent cette assignation reproductive depuis qu'elles savent marcher, voire même depuis qu'elles arrivent au monde, voire même avant qu'elles soient arrivées sur cette terre. On leur promet la maternité avant même qu'elles aient un corps d'adulte. Les hommes, encore une fois, ils n'entendent jamais ce genre de truc. Jamais. C'est pour quand? Qui? Quel homme a entendu ça, à part peut-être pour entrer à l'école de recrue? Sinon, on leur dit jamais ce genre de truc. Jamais. Même dans notre société qui se libère d'un certain nombre d'injonctions, même s'il y en a d'autres qui arrivent, et Dieu sait que nous sommes dans une période tendue à cette question-là, la norme, elle flotte. Elle flotte tout le temps. Elle est là. Elle est derrière nous. Ou devant. En tout cas, elle flotte. Et si on regarde l'histoire politique, c'est absolument limpide. Dans tous les régimes autoritaires, la maternité devient un devoir patriotique. Le fameux réarmement démographique dont j'ai parlé dans l'épisode 1, je crois, c'est ça. C'est un vocabulaire qu'on n'utilise que dans des périodes où on durcit le ton et où on propose des régimes de plus en plus restrictifs et de plus en plus autoritaires. Sacraliser les mères, c'est diaboliser celles qui ne veulent pas l'être. Alors que peut-être qu'il y a entre les deux un principe de réalité qui consiste à dire « Oui, oui, nous sommes des femmes, oui, oui, nous choisissons les voies qui sont les bonnes pour nous. » Point à la ligne. Mais comme vous le savez, la vie est un peu farceuse. Et même si dans ma vie, je n'ai eu que des partenaires sans enfants, et ça a été pas du tout un critère, c'est juste que ça s'est passé de cette façon-là. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est des hommes qui n'ont pas forcément eu d'enfants par la suite. Après notre rupture, ils ont continué de vivre des vies sans enfants avec des femmes qui souvent n'en avaient pas non plus. Comme la vie est farceuse, je vous le disais il y a une seconde, le dernier, en date, le partenaire
mon partenaire actuel, lui, il a des enfants. Il en a même 2. Et le jour où je les ai rencontrés, ça a été absolument épique pour moi, parce que la grande a fondu en larmes et la petite m'a sauté au cou en disant « Trop bien, j'ai une belle-mère ». Bon, les étiquettes, pitié les étiquettes. D'abord, je ne savais pas du tout quoi faire de cette étiquette de belle-mère. Hein. J'avais jamais envisagé de pouvoir être mère, mais alors encore moins d'être belle-mère. Et donc, je savais absolument pas quoi faire de ce truc qui me tombait dessus, là. Alors, j'ai essayé de faire bonne figure. Et puis, petit à petit, on a tissé notre histoire, on a tissé la manière dont on était en lien. Et puis, on a construit un truc qui fait que quand elle me présente à des gens qu'on croise en société, elles ont tendance à dire c'est la copine à papa, ça va. Ou alors c'est ma belle-mère, ça peut arriver aussi quand elle se lâche vraiment. Puis là, j'essaye de pas trop entendre parce que je sais vraiment pas quoi faire de ça. Je crois qu'en fait, je suis quelque chose qui est un petit peu en articulation entre copine, grande sœur, alliée, un truc dans ce genre. Je crois que c'est ça que je suis pour elle. Et nous avons des relations très précieuses et super chouettes. Mais on va essayer de sortir de ces carcans, non? En tout cas, c'est ce que j'aimerais. C'est ce que j'aimerais vraiment pouvoir faire. J'ai pas à remplacer une mère qui existe. J'ai pas à devenir une belle-mère que j'ai pas envie d'être. J'ai juste à être moi et à essayer de tisser avec elle une relation qui est une relation particulière, qui est liée au fait qu'elle ne m'aurait pas rencontrée si je n'avais pas été avec leur père. Et puis, c'est ça qui nous lie au fond. Et c'est ça qui tisse des liens qui sont très solides malgré tout, même s'il n'y a pas le mot absolument juste qu'il s'agit de mettre sur ce type de relation. Et ce rôle-là, ce rôle que je développe avec celles que j'appelle quand même parfois mes belles-filles, c'est un rôle qui dit quelque chose que j'aimerais bien inscrire ici autour de notre réflexion. On n'a pas besoin d'être mère pour être en relation, mais on n'a pas non plus besoin d'être mère pour aimer, et on n'a pas du tout besoin d'être mère pour transmettre, et nous n'avons pas du tout besoin d'être mère pour exister socialement. Et c'est exactement pour ça que j'ai envie de créer un projet de témoignage, un projet de récit autour de cette histoire de nulliparité. Ça fait des années qu'il me trotte dans la tête. Et puis, comme vous le savez, il y a un essai qui vient de sortir sur la nulliparité et je me suis dit qu'une fois de plus, cette histoire qui dit que quand une idée est dans une tête et qu'elle n'est pas utilisée, elle vole dans la tête de quelqu'un d'autre, c'était exactement ce qui était en train de se produire. Mais je crois qu'il y a un discours à développer autour de la nulliparité qui peut supporter d'avoir plusieurs projets qui peuvent se développer en parallèle, parce qu'il y a beaucoup de choses à en dire, et beaucoup de choses à en dire notamment pour les femmes de 50 ans et plus. Alors ce projet, il s'appelle 50 ans nullipare. C'est un projet qui vise à recueillir des témoignages, des récits, des histoires de femmes qui ont fait le choix de ne pas avoir d'enfants à une époque où c'était pas franchement la mode, qui ont choisi de vivre autrement, qui ont choisi de sortir de ces carcans. 50 ans nullipare, c'est peut-être encore plus, 50 ans libres d'enfants. J'aimerais entendre ces femmes-là. Et je sais qu'elles sont là, elles sont partout. J'en ai plein autour de moi. Vous en avez plein autour de vous. Si vous en connaissez, si vous pensez que le projet peut les intéresser, peut-être qu'on pourrait imaginer quelque chose ensemble, des récits, des témoignages, un podcast, quelque chose qui permettrait de donner corps à ces parcours personnels, à ces parcours féminins, à ces parcours humains qui ont tant besoin d'être entendus et tant besoin d'être peut-être reconnus. Donc ces femmes qui ont choisi d'être autrement, qui ont choisi de vivre sans modèle ou avec des modèles nouveaux, parfois contre le courant, elles ont certainement beaucoup à dire en termes de courage, en termes d'autonomie, en termes de liberté, en termes d'invention de soi-même, puis en termes de parcours de vie tout simplement, quoi. Donc si cette bulle vous parle et que vous êtes vous-même nullipare, que vous connaissez des nullipares qui auraient intérêt à écouter cette histoire-là, qui sont peut-être des libres d'enfants, ces fameux child-free dont j'ai parlé dans le premier épisode, ou qui sont en réflexion sur cette question, si vous avez une histoire à raconter, n'hésitez pas à m'écrire. Je serai ravie de recevoir vos témoignages. Je serai ravie déjà simplement de savoir que vous êtes intéressé à participer à quelque chose. On ne sait pas encore de quoi sera fait le témoignage et je ne vous demande pas de prendre des heures pour m'écrire, c'est pas l'idée. Faites ce qui vous semble juste. Parce que c'est peut-être ainsi qu'on construira ensemble une série qui manque encore cruellement à notre vie politique, à notre manière de nous ancrer dans cette vie
et à notre manière de créer un sillon qui est un sillon très certainement beaucoup plus important que celui qu'on imagine aujourd'hui. Vous le savez, on ne naît pas libre, mais on peut le devenir à coup de mots, à coup d'actes ou à coup d'audace. Peut-être que là, nous regroupons les trois. Je vous remercie beaucoup de m'avoir écouté jusqu'au bout et je vous donne rendez-vous demain pour une autre bulle.